Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 17 de ce Tour de France 2022. Deuxième étape du triptyque pyrénéen. Aujourd'hui on est arrivé du côté de Peyragudes pour une grosse étape de montagne, surtout dans les 80 derniers kilomètres, vu qu'on avait notamment le col d'Aspin, la Hourquette dans 6 ans, le col de Val-Louron et la montée de Peyragudes. Donc c'était vraiment concentré dans la deuxième partie de course et une étape où ça n'a pas vraiment débranché de la journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette étape, qui vous a plu, qui vous a déçu. Si je ne parle pas de tel ou tel coureur, n'hésitez pas à ce qu'on en parle dans les commentaires aussi. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Surtout, si vous rajoutez encore mieux toutes les notifications, ça c'est ce qu'on appelle le Saint Graal. Comme je disais en avant-propos, eh bien oui, une étape qui n'a pas débranché de la journée. Moyenne 307, 804. Alors, Laurent Jalabert c'est encore un petit peu excité, hein, 40 de moyenne, non, faut quand même pas déconner. Mais 37, 804, on est arrivé avec 10 minutes d'avance, je crois plus de 10 minutes d'avance sur l'horaire le plus rapide. Je vais vérifier, hein. Mais on est arrivé très... Bah attends, je vais vérifier. Je l'ai l'horaire. L'horaire était prévu entre 16h50 et 17h14. Donc oui, on est arrivé avec un gros quart d'heure, avec un gros 10 minutes pardon, d'avance sur l'horaire le plus rapide, puisqu'ils sont arrivés vers 45, ouais 5 minutes. 5 minutes. Mais surtout, ça a roulé vite, ça n'a pas débranché de la journée. Il n'y a pas vraiment eu de grosses échappées. Il y a eu Pinot, Lutsenko, mais bon, ils ont fait 50 bornes, quoi, hein, même pas 50 bornes devant. Ils ont fait 30 km à l'avant, 35 km à l'avant, pas beaucoup plus. Et puis après, bah, il y a eu un sacré numéro de la part de UAE. Pogacar pourra pas avoir de regrets s'il perd ce Tour de France, parce que bah, là, aujourd'hui, il a quand même un peu tout fait pour tenter de mettre en difficulté Vingegaard, mais ça n'a pas marché. Et donc, ça a été vraiment une belle étape. Petite déception pour moi, c'est Peyragudes où il n'y a pas eu une grosse animation. Et puis les Français qui sont là au niveau du général. Si on fait un petit point du côté du général pour le moment, eh bien nous avons Vingegaard en tête avec 2,18 d'avance sur Pogacar, Geraint Thomas à quasiment 5 minutes, Quintana à 7,53, Gaudu à 7,57, Bardet à 9,21 et 6e, Meintjes est 7e à 9,56. Comme quoi c'était une bonne idée de prendre l'échappée pour Meintjes et revenir dans le match. Vlasov 8e et Adam Yates et Enric Mas qui sont 9e et 10e, mais à quasiment un quart d'heure pour Adam Yates. Donc les écarts sont désormais énormes au niveau du général. Ça a été donc une belle étape. Dommage, voilà, le manque de bagarre à Peyragudes, mais sinon j'ai passé un bon moment. Je pense que la vidéo va pas être foncièrement peut-être hyper longue par rapport à d'autres étapes de montagne, parce que j'ai pas non plus beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On passe tout de suite à la note de l'étape. Note de l'étape, j'ai mis 17 sur 20. 17 sur 20, pourquoi? Parce que c'est une étape qui est très plaisante à regarder, hein. C'est vrai que j'ai quasiment regardé l'étape en intégralité. J'ai raté les 5-6 premiers kilomètres, mais parce que j'étais en train de finir le montage de mettre les tags même précisément de la vidéo de présentation de demain. Et ensuite, ça a été vraiment une magnifique étape, ça a attaqué dans tous les sens. L'échappée n'est jamais vraiment parti, et puis UAE a été encore une fois le grand animateur de la course. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Donc voilà, 17 sur 20 parce que c'est une étape qui est très présente. Alors, elle est peut-être un peu en dessous par rapport au Granon, parce que le Granon, il y a eu ce changement au niveau du classement général. Là, c'est vrai qu'il y a peu de changement au niveau du classement général, mais c'est une étape de très bonne qualité. Elle fait partie du top 3 de ce Tour de France, je pense, avec... Enfin, c'est vrai que cette année, on a eu des belles étapes, mais... Vraiment, aller d'un très très bon niveau, hein. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Romain Bardet. Bah, c'était bien tenter de partir dans un groupe. Dommage qu'il n'ait pas réussi à accrocher le groupe de poursuivants. Ce qui aurait peut-être changé un peu la donne. C'est vrai que voilà, dans le col d'Aspin, il a mis quand même un petit peu de temps avant de sortir. Et ce qui fait que l'énergie qu'il a dépensée à ce moment-là, c'est peut-être ce qui lui a manqué pour suivre Geraint Thomas. Après, du côté de Romain Bardet, c'est quand même un Tour de France intéressant. Là, il s'est montré en plus.
la victoire d'étape de toute façon n'était pas jouable. Aujourd'hui, à partir du moment où l'échappée met 50 bornes avant de sortir, à partir du moment où l'échappée sort qu'au col d'Aspin, c'était quasiment à 95% impossible qu'il y ait une arrivée, qu'il y ait un coureur de l'échappée qui arrive à gagner. Mais pour Bardet, ça lui a permis d'anticiper les actions du UAE, et donc ça lui a permis de résister beaucoup mieux. Et puis on voit qu'au niveau des jambes, ça allait beaucoup mieux, hein, c'était des coups de chaud. Par contre, du côté de Bardet, il faudra quand même regarder ça de près, parce que ça fait quand même 3 coups de chaud. Un sur le Giro qui a provoqué l'abandon, plus 2 autres là sur le Tour de France. Il faudra voir quand même pourquoi il y a eu ces coups de chaud. Peut-être qu'on a mal géré certains aspects du côté de DSM, du côté de Romain Bardet, pour éviter que ça se reproduise. Mais oui, Romain fait quand même un bon Tour de France, un Tour de France tout à fait correct. Et là aujourd'hui, il a tenté le coup. Après, ça n'a pas marché pour la victoire d'étape, mais par contre pour le général, ça lui permet de reprendre du temps. Pour le général, voilà, il est 6ème. Alors il est vraiment menacé par Meintjes et Vlasov. Vlasov peut repasser devant si les écarts restent à ce niveau-là sur le chrono. Ça ne sera pas le cas de Meintjes. Meintjes est trop mauvais sur le contre-la-montre pour reprendre 3 secondes à Romain Bardet. Et après, devant, il y a encore 1 minute 30 à aller chercher. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Après, malgré tout, à 9 minutes, s'il tente de repartir dans l'échappée demain, peut-être que l'échappée demain peut aller au bout, vu le scénario qu'on a eu aujourd'hui. Il est plus dangereux pour le général. Donc à part si Vlasov et Meintjes roulent, ce qui m'étonnerait quand même grandement, qu'on roule chez Intermarché, qu'on roule chez Bora, il pourrait faire un bon résultat. Et puis du côté de la Groupama, est-ce qu'on roulera sur Bardet? Pas sûr non plus. Parce que on se concentrera peut-être plus sur Quintana, donc Bardet ça peut être intéressant pour lui pour revenir dans le match. Pourquoi pas retenter demain? Aujourd'hui, vu comment les mecs se sont mis tous à 100%, que tu tentes de partir dans l'échappée ou non, je pense que tu as consommé autant d'énergie. Donc pour Romain Bardet, retenter le coup demain à Hautacam, ça peut être intéressant pour lui. Et sur une étape où il s'est passé pas mal de choses, demain ça sera peut-être un peu plus calme et peut-être un peu plus facile pour l'échapper. On peut saluer également aussi chez DSM les Knessoun qui a fait une belle étape. Ça a été plutôt une journée intéressante du côté de la DSM. Gaudu. Moteur diesel, Gaudu, mais une fois que le moteur est lancé, c'est-à-dire le démarrage est un peu compliqué, mais une fois que le démarrage, que le starter est mis en route, c'est bon, ça tourne pas mal. Le moteur tourne bien du côté de Gaudu. Il arrive même à lâcher Quintana en toute fin de montée. Ça peut même être un match intéressant pour demain du côté de Gaudu Quintana. Bien aidé par du très grand Madouas, qui fait un très bon Tour de France, Madouas en passant. Mais je rappelle, c'est quand même un mec qui a fait 14e d'un Giro, je crois me rappeler, Madouas. Pinot, il tente le coup dans l'échappée, mais encore une fois, quand l'échappée part au bout de 50 bornes et que c'est que de la montée, c'est compliqué. Après, c'était quand même bien tenté de la part de Pinot. Et puis ça a permis... Pinot, il a quand même fait 1 ou 2 relais pour aider Gaudu. Ensuite... Je trouve qu'on a même un peu mieux géré qu'hier du côté de la Groupama, parce que c'est vrai que hier on avait quand même on n'avait pas... C'est-à-dire qu'il aurait fallu que soit Madouas, soit Storer se relèvent. Et on avait décidé qu'aucun des deux se relèverait, ce qui aurait peut-être aidé un petit peu Gaudu. Oui, Madouas, aujourd'hui, il a fait un énorme travail. De toute manière, on pourrait résumer également cette étape 17 à surtout un gros travail des équipiers. Ça aide beaucoup d'équipes où on a fait du très très bon travail pour aider le leader. Et c'est vrai que Gaudu, quel boulot de Madouas aujourd'hui, parce que s'il n'y a pas Madouas, je suis pas sûr qu'il perde pas 3 minutes, 4 minutes sur Bardet et que la situation soit bien différente. S'il arrive à tenir le rythme plutôt pas mal face à Bardet, c'est grâce à Madouas. Et il faut saluer le travail qu'a fait Valentin Madouas,
qui a été excellent. Et puis ensuite, Godu, bah oui, la mise en route est un peu compliquée, mais une fois que c'est mis en route, c'est pas mal. Et bon, c'est plutôt très intéressant. Et puis encore une fois, si Groupama fait top 10, chez Groupama, on sera content, hein, on sera satisfait de ce Tour de France avec un top 5 de Godu. Hein. Donc maintenant, l'objectif est de finir fort sur ces Pyrénées. Sur le chrono, face à Quintana, il sera devant. Bon, est-ce qu'il y aura la possibilité d'aller chercher Geraint Thomas? Ça semble pas simple. Il a l'air d'être fort, Geraint Thomas, mais on ne sait jamais. Un mauvais jour peut arriver très vite. Donc, il faudra voir comment ça peut se passer. Et puis Quintana, alors dommage Quintana parce que trop seul en montagne. Par contre, lui, il fait plutôt un bon Tour de France. Mais c'est vrai que s'il avait été aidé par Warren Barguil en montagne, il aurait peut-être moins consommé d'énergie. C'est vrai que là, il consomme quand même pas mal d'énergie dès quasiment le pied de chaque difficulté. Et ensuite, c'est un peu compliqué pour lui qui doit se débrouiller seul. Et foncièrement, au bout d'un moment, il consomme plus d'énergie. Et sur une étape comme celle-là, ça s'est vu. Hein, il explose. Il a bien explosé par contre, hein, Quintana, quand il a pété. C'est vrai qu'il a autant Godu, il a bien limité la casse, autant ça a été beaucoup plus compliqué pour notre ami Quintana. Et ensuite, il fait vraiment une très très belle étape. Il fallait vraiment faire du bon job aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Après, voilà, dommage chez Arkea qu'on n'ait pas eu un peu plus d'hommes pour l'aider. Parce que c'est vrai que ça aurait pu un peu changer la donne, je pense, pour Quintana. Mais il finit 10e de l'étape à 3,32. Bon, voilà, juste lâché. Il perd 5 secondes sur David Godu. Mais sinon, il est devant des très bons coureurs. Donc, c'est plutôt une belle journée pour Quintana, qui est toujours là dans le match, toujours quatrième. Bon, le podium semble maintenant inatteignable, mais il faudra voir quand même si devant, il n'y en a pas un qui a un petit coup de mou. Et puis, maintenant, derrière, il va y avoir un match pour le top 8, certainement, parce que, bon, Mentiès, ça semble compliqué, mais Romain Bardet a quand même fait une belle étape aujourd'hui, donc ça peut être pas mal pour Romain Bardet. Mais on a vu, hein, tous les coureurs ont fini quand même dans un état extrême de fatigue, notamment Romain Bardet. Il se peut que demain, l'étape soit beaucoup plus calme, parce que vraiment, tout le monde l'a fini complètement cuit, ce Tour de France, entre la chaleur, le rythme aussi de nombreuses étapes. On voit que les coureurs sont vraiment dans un sale état. Et puis je termine plus-moins avec Geschke. Pourquoi Simon Geschke, je le mets un peu derrière, un peu en plus moins et pas en plus. Certes, il a pris des points aujourd'hui. Certes, par rapport à Nelson Poles, c'est plutôt la bonne opération du jour. Même par rapport à Ciccone, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est comme je dis toujours dans ce classement de la montagne, c'est qu'on a maintenant Vingegaard et Pogacar qui sont pas très loin. C'est-à-dire que demain, il faut forcément qu'il parte dans l'échappée Geschke. Il ne pourra pas faire autrement. Et il faut qu'il arrive à passer en tête au moins du premier hors catégorie pour marquer un maximum de points, parce que derrière, si Vingegaard ou Pogacar décident d'accélérer le rythme dans la suite de l'étape, ça va être compliqué. Je rappelle que demain l'étape c'est 144 km, hein, donc c'est encore très court dans ces Pyrénées, donc il faudra faire attention pour Geschke. C'est pour ça que je mets plus points, parce que d'un côté plus, oui, il marque quand même 12 points je crois aujourd'hui, Geschke, mais c'est pas suffisant. Ça aurait été bien de marquer des points dans l'avant-dernière difficulté du jour. Et là, pas de chance pour lui. Pogacar et Vingegaard sont passés, donc ça a été plus compliqué pour Geschke. Bon voilà, le match est lancé. 12 points d'avance sur Vingegaard. Il en a 18 sur Pogacar. Bon, Ciccone, Mentiès et Poles, ça risque d'être compliqué. Pareil pour Pierre Latour, parce qu'il faudrait maintenant faire une sacrée performance dans la prochaine étape. Je m'excuse, hein, j'essaie de bloquer légèrement mes bailloux, mais j'ai peu dormi, il faut le savoir, cette nuit. Et voilà, je suis un petit peu cramasse. Et ça se voit, je pense, légèrement dans cette vidéo. J'essaie de bloquer mes bailloux pour pas que vous les entendez. Mais voilà, je pense que c'est pas facile. Donc Geschke, voilà, plus ou moins, parce que c'est vrai que oui, maintenant il se retrouve face à des cadors, et si les cadors décident de mettre en route, ça risque d'être compliqué. Donc il a à la fois son destin entre les mains, parce que si demain il part dans l'échappée, c'est bon. S'il part pas dans l'échappée, par contre, il faudra qu'il serre les fesses par rapport à Pogacar et Vingegaard, parce que sinon, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour le coureur allemand. On passe tout de suite au coureur au top.
Attaque de Marlou! Parmi les coureurs au top, le premier m'a entendu Pogacar, on peut même être UAE, mais c'est vrai que Pogacar, on pourra pas dire qu'il n'a pas animé ces 3 semaines de course. Il a tenté, je pense qu'aujourd'hui, ce matin, l'objectif c'était de renverser la course. Ça a failli le faire, vraiment, quand on les a vus. En plus, il y a eu un peu un effet de surprise parce qu'on s'attendait pas forcément à ce qu'on roule fort dans la Wourkette dans 6 ans, qui est pas non plus la montée la plus difficile. Sauf que il s'est bien servi des pourcentages et puis il s'est servi également des qualités du premier équipier qui a fait un sacré boulot, c'est Michael Berg, parce que c'est vrai que Michael Berg c'est quand même un rouleur et c'est vrai qu'il a fait une montée de la Wourkette vraiment très forte. Il s'est accroché parce que vraiment il s'est mis à 100% Michael Berg. À ce moment-là, donc ça dégraisse quand même les 3 quarts du peloton, ils sont plus que 4-5. Enfin voilà, ils ont vraiment roulé très très fort à la Wourkette. Et puis après, McNulty qui a fait aussi un gros boulot jusque dans le final. Mais Pogacar, je pense qu'il s'est aperçu au fur et à mesure de l'étape que les jambes n'étaient pas si fameuses que ça et surtout que face à lui, il avait du grand Vingegaard. Et que Vingegaard, il avait la bonne stratégie aussi, suivre Pogacar au maximum. Et on le voit quand il attaque, notamment dans le Val d'Ouron, quand il essaye de partir dans la descente. Ou c'était dans la Wourkette, je sais plus, où il tente de partir dans la descente Pogacar et tu sens bien que c'est un peu l'énergie du désespoir, un peu la méthode du bout pour tenter le coup. Mais McNulty a fait un sacré boulot et de toute façon moi je dis depuis des années que McNulty son seul défaut c'est peut-être la très haute montagne aujourd'hui, mais c'est un coureur qui peut jouer des classements généraux et s'il n'était pas chez UAE il serait leader dans d'autres formations. À vous de le recruter, les autres formations. Et Pogacar, oui, il a tenté. C'est quand même un coureur qui est assez fantastique, Pogacar, quand même, dans sa capacité à vouloir surprendre l'adversaire. C'est quand même un mec qui peut partir de très loin, juste pour surprendre. Là, il roule quand même dans la Wourkette. Personne ne s'attendait à ce qu'on nous roule très fort dans la Wourkette. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse recomposer l'échappée à ce moment-là, si on avait une échappée qui était partie assez tôt. Mais à partir du moment où l'échappée n'était pas partie tôt, je m'attendais à rien voir dans la Wourkette. Je m'attendais à ce qu'on attende Val d'Ouron parce qu'il y a des plus forts pourcentages. Et il a été intelligent parce que Berg, dans le Val d'Ouron, il n'aurait pas roulé aussi longtemps. Peut-être qu'il aurait même pas pu bosser. Donc c'était pas bête d'anticiper. Regarde quand même le travail qu'ils ont fait à 3. Quand je dis tout le temps que Pogacar il est presque en capacité de gagner seul, en 2020 il gagne presque seul Pogacar. Et là, ouais, ils ont fait du bon job quand même. Il n'a pas besoin de grand monde au final Pogacar. Bon, c'est sûr qu'avec Maïka et Soler ça aurait été mieux, mais voilà, il n'a pas besoin de grand monde. Par contre, c'est vrai qu'Hirschi par exemple, lui c'est quand même un peu une énigme Marc Hirschi. Parce que on pensait que c'était des problèmes d'artère, au niveau du fémur, il s'est fait opérer. Bon, au final, ça va pas beaucoup mieux pour Hirschi, donc on peut quand même se demander s'il va un jour retrouver son niveau, le coureur suisse, ce qui est un petit peu triste. Autre coureur au top, c'est Vingegaard. Intouchable aujourd'hui Vingegaard. Intouchable, il a fait vraiment le job au bon moment. Pourtant assez seul. C'est vrai que j'ai trouvé par exemple qu'un Sepp Kuss a pas fait énormément de travail par rapport à d'autres journées. Tige Benoît était un peu fatigué. Laporte, quand ça a commencé à accélérer très fort, c'était un peu compliqué. Et malgré le fait que son équipe n'ait pas forcément été fantastique aujourd'hui, il a montré que c'était un grand maillot jaune pour le moment. Et puis il se fait juste avoir dans le final par Pogacar, mais qui a été malin Pogacar quand même. C'est un petit filou pour gagner l'étape Pogacar, et Vingegaard s'est fait avoir. Puis là on était sur un effort explosif, un peu comme sur la super planche, et on voit que dans ce type d'effort là Pogacar est meilleur que Vingegaard dans les efforts type puncher. Mais Vingegaard il a été sacrément bon jusqu'à maintenant, et là aujourd'hui, parce que tu te retrouves seul face à Pogacar, il y en aurait plus d'un qui aurait paniqué quand même. La situation était loin d'être favorable,
Mais il a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire il s'est concentré à rester dans la route Vingegaard, à éviter les problèmes, à suivre dès que Pogacar attaquait, et puis voilà, ça a fait le job. Mais vraiment, il a été performant aujourd'hui. Vingegaard et chapeau de la part du coureur danois. Je termine avec Geraint Thomas, toujours sur le podium Geraint Thomas et puis qui a augmenté son avance, hein. C'est vrai que lui il fait la bonne opération du jour. Désormais c'est le seul leader chez Ineos. Et puis pourtant ce matin, quand on a vu le début de journée, que tu vois Adam Yates lâcher très tôt, Pidcock pas au top, je me suis dit oulala, Ineos ça va être la journée de la merde. Ça veut dire qu'ils vont perdre tout le monde. Et Geraint Thomas, là aussi, hein, il n'a pas fait de vague, mais lui, il se concentre pour être sur son podium. Alors certes, du côté d'Ineos, on aurait voulu des attaques, notamment hier. Peut-être qu'il y avait possibilité quand même d'animer un petit peu la course. C'est vrai qu'Ineos n'a pas animé la course. Mais Geraint Thomas, il a suivi au maximum qu'il pouvait les deux de devant, le duel de devant. Et puis après, ça a été le troisième homme. Depuis le départ de la compétition, c'est le troisième homme. Il fait vraiment du bon job. Et je pense que si demain il n'a pas de défaillance, et je vois pas pourquoi il aurait une défaillance demain, je pense que ça va être compliqué d'aller le chercher, Geraint Thomas. Parce que sur le chrono, il est quand même pas mauvais. Donc je pense que voilà, il aurait fallu qu'il y ait un petit peu d'avance au chrono, Gaudu et les deux autres, pour aller chercher Geraint Thomas. Je ne vois pas perdre 5 minutes aujourd'hui Geraint Thomas, mais il va sauver quand même la course d'Ineos qui a été très timorée Ineos pendant toutes ces 3 semaines de compétition. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on va encore avoir 2 Ineos et puis un Trek. Premier Ineos, Adam Yates. Adam Yates, c'est comme Simon Yates. Il y a toujours un jour de moins bien et le problème c'est que le jour de moins bien, c'est sacrément moins bien. Aujourd'hui c'était pour Adam Yates, voilà. Mais c'est vrai que c'est l'un des rares points communs qu'ils ont quand même, Adam et Simon, parce que ils n'ont pas vraiment la même manière de courir. Je pense que Simon Yates n'aurait pas pu s'intégrer à Ineos comme l'a fait Adam Yates. Simon Yates c'est quand même un coureur assez atypique. C'est peut-être un peu meilleur grimpeur quand même que Adam. Mais autant il y en a un qui me transmet quand même des émotions, c'est Simon Yates, parce que je trouve que quand il attaque, quand il part, tu vois, t'as un peu enjoué. Autant Adam Yates, j'ai toujours trouvé que c'était moins bien. Je sais pas, j'ai toujours préféré Simon Yates à Adam Yates. Je sais pas, j'ai toujours préféré l'un par rapport à l'autre. Je le trouve un peu plus tranchant. Enfin, il me passionne plus, Simon Yates. Même s'il a un sacré boulard, il faut le dire. Mais quand il avait dit sur le Giro, je vais gagner le Giro avant le départ, les autres ils vont pas s'en sortir, alors qu'il y avait Nibali et Roglic et Carapaz qui s'imposent cette année-là. Ouais, il y avait un sacré boulard. Mais Adam Yates, oui, j'ai toujours eu un peu plus de mal. Et puis bon, le seul point commun qu'ils ont, c'est que les journées de moins bien, c'est des grosses journées de moins bien. Et là, il a complètement explosé Adam Yates, mais très tôt dans l'étape, ça a aidé la Hourquette. Et on savait que à partir de ce moment-là, ça allait être compliqué pour le coureur britannique. Et encore, je trouve quand même qu'il s'en sort pas si mal, parce qu'il se retrouve 9e à 14 minutes. Au général, c'est pas si mal. Mais oui, en termes de chrono, il a complètement pété, quoi. Adam Yates, il prend 9 minutes aujourd'hui. Voilà. Dans la caboche, il finit même derrière Castroviejo. Il a complètement explosé. Voilà, il n'y avait pas la possibilité de réussir à prendre un rythme. Et c'est dommage parce que il avait plutôt un bon classement jusqu'à maintenant. Mais là, il a complètement explosé sur la cadence et ça a été beaucoup trop difficile pour lui. Et voilà, bon, dommage que la journée de moins bien lui coûte cher, mais l'avantage c'est comme Enric Mas avait aussi eu une journée de moins bien, ou Vlasov qui a aussi eu des journées de moins bien, ou même Meintjes qui est quand même en dessous d'Adam Yates en termes de niveau, il se retrouve pas si mal classé pour le moment au général. Mais c'est vrai que à partir du maintenant, oui, déjà qu'il travaillait quand même beaucoup pour Geraint Thomas, là c'est vraiment tout pour Geraint Thomas. Et puis je passe à Pidcock. Ouais, 22 minutes aujourd'hui, Pidcock. C'est vrai que l'enchaînement des jours là a été compliqué pour Thomas Pidcock. Il fait quand même un bon Tour de France et encore une fois, je me dis, je pense qu'il y a un vrai potentiel sur les grands tours pour Pidcock.
Alors que sur les classiques flandriennes, je serais un petit peu moins, je suis un petit peu plus dubitatif. Mais là aujourd'hui, bah oui, il a pris cher. C'est dommage parce qu'il était pas mal aussi au niveau du maillot blanc. Il était deuxième à un écart assez raisonnable de Pogacar et là maintenant il est à 30 minutes. En passant le maillot blanc qui cette année, bon déjà il n'y a pas eu de bagarre, mais qui était très pauvre en termes de niveau. Parce que quand on voit que dans le top 10 vous avez Stan De Wulf qui a 2h46, Quinn Simon et Fred White, bon, vous vous dites que voilà, c'est pas foufou. Jorgensen par exemple qui est quatrième à 1h13. Alors c'est un bon Tour de France que fait l'américain, mais pas au niveau du général. Et c'est vrai que bon, cette année le maillot blanc, on a senti assez vite qu'on allait s'ennuyer et pas vraiment se passionner pour ce classement. Tiens, si on fait un point du côté du classement par équipe, c'est Ineos qui est toujours en tête devant la Groupama et Jumbo. Parce que UAE, je sais même plus s'ils sont éligibles. Vu qu'ils sont... Ah si, ils sont encore 3, donc normalement ils sont encore éligibles, je dirais UAE. Oui, ils sont quatrième à 1h20. Mais c'est vrai que du côté de Pidcock, je pense qu'il y aura une réflexion à avoir cet hiver. Là, il n'avait pas foncièrement totalement préparé le coup aussi pour cette course. Et là, ça pourrait être beaucoup mieux pour Pidcock. Voilà, il y aura quand même à retenir cette belle victoire du côté de l'Alpe d'Huez pour le coureur d'Ineos, mais aussi quelques bons résultats dans le top 10 au niveau du général pendant de longues journées. Bon, sur la fin, il craque un peu. Il est encore jeune aussi, Pidcock, hein. C'est un coureur qui a seulement 22 ans. Donc, il faut aussi qu'il prenne de la caisse. C'était seulement son deuxième grand tour. Il avait fait la Vuelta, c'était de l'année dernière, oui, où il n'avait pas été très impressionnant sur la Vuelta. Donc voilà, il faut encore qu'il prenne de l'expérience sur ces courses-là. Mais oui, c'est un coureur sur lequel il faudra compter dans les années à venir, je pense, sur les grands tours. Enfin, me semble-t-il, il est plus intéressant pour les grands tours que pour d'autres types de courses. On passe tout de suite au dernier flop, c'est la Trek. À quoi ça servait de rouler aussi fort sur le plat en début de journée après 40 km de course? Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ils ont bloqué quand même pas mal d'échappées aujourd'hui. La Trek a relancé à outrance. Alors qu'au bout de 40 km, si l'échappée n'était pas partie, c'était mort. C'était mort pour la victoire à l'arrivée. Parce qu'on savait très bien que Pogacar et Vingegaard... J'avais dit avant, fallait que l'échappée parte vite et prenne beaucoup de temps très vite. C'est ce que j'avais dit hein, dans les commentaires ou je sais plus dans la vidéo. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que l'échappée a mis beaucoup de temps à sortir. Et puis, elle n'a jamais pris beaucoup de temps en fait, au peloton. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Mais à partir du moment où on avait dépassé 40 km de course, c'était fini pour l'échappée. Ça ne serait pas un coureur de l'échappée qui s'imposerait. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi relancer autant ? Surtout qu'ils ont quand même été pas énormément visibles. Alors, on a vu un peu de Chicone et Simons. Mais ça n'a pas été non plus les plus en vue sur cette étape-là. En plus, ils se sont retrouvés dans le groupe de poursuivants qui n'est jamais revenu au final sur Pinot, enfin qui est quasiment qui est un peu revenu sur la fin, mais qui a mis beaucoup de temps avant de revenir sur Pinot Lutsenko. Et en termes de visibilité, c'est sûr que c'était pas fou. C'est dommage pour la Trek parce qu'ils ont beaucoup tenté, mais en termes de résultats, on peut pas dire qu'il y a eu la réussite au bout, notamment Quinn Simon, notamment Galopin, notamment Chicone. Galopin, en passant, il y a un vrai problème. Enfin, bon, Marion Rousse, il y a un vrai problème. Elle ne dit jamais son nom. C'est quand même fou, quoi. Bon, c'est qui, de toute manière, on connaît l'histoire un petit peu quand même. On sait qu'ils ont été ensemble pendant une sacrée longue période, qu'ensuite, ça s'est arrêté. Bon, derrière, elle est partie avec Julien Alaphilippe. Bon, lui, il a connu quelques années galères. Il a un peu de retour à un bon niveau chez Trek en passant. Tony Galopin. Mais de toute manière, la plupart des téléspectateurs savent ce qui s'est passé entre eux. Qu'ils ont été ensemble. De toute manière, ils se cachaient pas, Galopin et Marion Rousse. Hein, quand elle vient de l'embrasser, quand il récupère le maillot jaune. Donc je sais plus quelle année, c'est il y a quasiment 10 ans cette affaire-là. De toute manière, elle se cache pas à l'époque. Donc
faire comme s'il n'existait pas, je trouve ça assez malsain. Et c'est ce que j'avais dit, hein. Moi, ça me pose toujours problème, Marion Rousse avec Julien Lafilippe, parce que quand elle... Enfin, parce que tu peux pas commenter correctement si tu connais trop les personnes. Ça me rappelle le mec qui faisait la natation il y a quelques années sur France Télé avec Alexandre Boyon, quand il commentait sa fille qui nageait. Tu peux pas être objectif dans ce genre de situation. C'est impossible. C'est comme si Jacques Villeneuve il commentait son fils en Formule 1. Tu peux pas. Enfin, ou allez-y à commenter les courses de son fils. Tu peux pas être objectif. Et là, c'est pour moi le gros problème pour Marion Roux, c'est que forcément, elle a du ressentiment. Enfin, elle a des émotions, des sentiments, notamment que ça soit pour Galopin ou quand il y a la Philippe, et forcément dans le commentaire, ça s'entend. En passant, on m'avait dit qu'elle se mettrait peut-être en retrait pour le Tour de France féminin. Elle s'est pas mise en retrait pour le moment, Marion Rousse. Je me demande vraiment, enfin, j'ai des doutes quand même sur son implication dans le Tour de France féminin, si elle n'est pas juste là pour faire plein de merde. Ce qui serait d'une débilité monstrueuse, mais j'ai l'impression que, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment impliquée dans l'organisation. Le départ, c'est dans pas si longtemps que ça, le Tour de France féminin. Je suis assez surpris qu'elle soit toujours aux commentaires. Moi, vraiment, parce que je pense qu'il y a énormément de petits problèmes à régler au dernier moment, encore plus avec la Covid, encore plus avec un départ depuis Paris, ce qui va engendrer des problèmes de logistique aussi. Enfin, je suis assez surpris pour l'instant qu'elle ne se mette pas en retrait du Tour de France. Mais du côté de la Trek, oui, j'ai pas compris pourquoi ils ont roulé autant en début de journée. Ça avait pas d'intérêt pour moi. Soit ils arrivaient à prendre l'échappée, soit ils étaient pas dedans, hein, et puis ils attendaient demain. Mais là, d'avoir autant roulé et d'avoir bloqué autant les échappées, de toute manière, à partir du moment où on avait passé le kilomètre 35, kilomètre 40, l'échappée n'irait pas au bout. Et à partir du moment où de chez Trek, tu n'as pas des assez bons grimpeurs pour aller chercher la gagne sur ce Tour de France, Chicone étant pas très en forme, Galopin c'est pas suffisant, et puis les autres coureurs non plus, Mollema n'est pas dans le coup en montagne, je vois pas quel était l'intérêt. Donc moi j'aurais eu une autre stratégie et j'aurais peut-être consommé moins d'énergie pour pouvoir prendre l'échappée demain. Mais je ne suis pas dans la voiture de la Trek. Et puis parfois ce qu'on voit de l'extérieur est plus difficile à voir dans la voiture. Demain, pas Pau, Lourdes au Takam. Étape qui pourrait être intéressante pour les échappées avec des montées un peu plus longues demain en termes de kilométrage. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve donc demain à 7h30 pour la présentation, et puis 21h, voire un peu plus tard pour le débrief. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.